On revient pour la suite et la fin avec nos invités, Corneille Norbert Kwasi, Adam Adjronou et Credo Tété. Avant de parler du Togo et de ce premier meeting de l'opposition, depuis 2 ans, on laisse Corneille Norbert Kwasi analyser cette situation en République démocratique du Congo, surtout cette situation à Butembo. C'est la partie orientale de la République démocratique du Congo, en proie aux violences depuis 30 ans. Oui, j'étais disant que les bases de la RDC ont été mal faites. Et donc, c'est un pays continent, comme le disent les analyses politiques. Mais quand ces bases-là sont mal faites, on ne peut pas s'attendre à une durée permanente de paix dans ce pays, parce que le premier ministre a été assassiné dans les conditions sombre que personne ne sait, mais on nous a dit que c'était le président, comment on l'appelle là déjà, le premier président, pas le premier président qui est venu juste après Lumumba, le président Zaïrois. Oui, Mobutu. Mobutu Sese Seko. Et Mobutu a pris les rênes du pouvoir, il en a fait peut-être 27 ans, ou bien 30 ans avant de partir, mais Mobutu a pu pacifier la RDC comme il se devait, mais parce qu'il avait de très bonnes relations avec les Américains. Mais quand Mobutu part et que l'autre arrive, ça veut dire Kabila père, Désiré Kabila arrive, Kabila lui-même étant ancien rebelle. Vous avez vu le film du président Mobutu, quand on lui avait dit que Kabila était en train de se préparer quelque part, il a dit non, que c'est un petit bandit qui extrait l'or et qu'il faut le laisser. Mais il ne savait pas que le président Kabila avait des soutiens comme les Français et les Américains. Et ils sont venus faire tomber le président Mobutu. Mais le problème de la paix, le problème de la sécurité, même en RDC, n'a pas été traité comme il se doit. Parce que la RDC est comme une belle femme que tout le monde veut avoir. Nous n'allons pas aujourd'hui parler des Occidentaux, mais je vais faire une brèche. C'est eux qui aujourd'hui ont mis ce pays-là dans tous ces états, qui fait que la RDC, chaque président qui vient, ne peut pas travailler parce que chaque fois, il y a des rébellions. Il faut faire face à la rébellion. Il y a 3 mois de cela, on parlait du M23 avec le président Kagame, qui aussi tire profit dans cette histoire-là. Donc, vous voyez que les Maïmaï peuvent sortir n'importe quel moment. Et demain, quand on va traiter le problème des Maïmaï, il y a un autre aussi qui va sortir. Parce que quand vous prenez tous les voisins de la RDC, il y a toujours des rebelles de part et d'autre. Parce que le pays, c'est l'Ouganda qui traquait le pays est vaste. Le pays est vaste, il n'y a pas de route. Même quand on dit qu'il y a des rebelles quelque part, c'est difficile pour l'armée de se déplacer. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à toutes les localités, vous m'excusez, d'Abidjan à toutes les localités, il y a des routes bitumées. Donc, ce qui fait que même s'il y a des rebelles là-bas, les gens peuvent aller directement pour aller les contrer. Mais la RDC, ce n'est pas le cas. Ils ne veulent même pas prendre le pouvoir à Kinshasa. Parce que si les rebelles voulaient prendre le pouvoir à Kinshasa, tel que Désiré Kabila l'a fait, on peut le prendre à la minute. Eux, ils préfèrent prendre des zones. Les provinces, c'est les provinces très riches que les gens prennent. Mais il a été dit que, par certaines analyses politiques, qu'il y a des généraux, il y a des hommes d'État qui tirent profit dans cette histoire. Parce que quand les rebelles la prennent les mines, ils vont leur donner aussi des mines. Ils traitent même aussi avec des films en Europe pour venir prendre l'or ou bien le diamant ou bien quelques minéraux. Donc c'est difficile pour la RDC de s'en sortir. Mais là où je ne comprends pas, c'est l'Union africaine. Un pays qui souffre tant. Pourquoi depuis longtemps l'Union africaine ne peut rien faire? Pourquoi depuis longtemps un pays comme l'Afrique du Sud, qui est en quelque sorte une puissance en Afrique, qui est juste à côté de la RDC, ne peut pas peser de tout le poids pour que tous ces rebelles-là puissent quitter la RDC? Mais je dis toujours, la RDC, c'est la convoitise des Occidentaux. Ce serait difficile pour les Africains si nous ne dépassons pas certaines idées. C'est-à-dire que si nous n'allons pas au téléphone de nous-mêmes
pour régler ce problème. Si nous voulons voir les intérêts, ce serait difficile pour la RDC de retrouver la paix. Quelques centaines de personnes ont assisté dimanche 27 novembre à Vaughan. Nous sommes au Togo, à quelques 50 km au nord de Lomé, au premier meeting d'un important mouvement de l'opposition au Togo après plus de 2 ans d'interdiction. Après la découverte du premier cas de Covid-19, c'était en mars 2020. Toutes les manifestations de l'opposition avaient été interdites par le gouvernement qui invoquait alors des raisons sanitaires. Les récentes manifestations ont été interdites pour des raisons sécuritaires. À l'appel de la dynamique Monseigneur Podro, qui regroupe 7 partis politiques de l'opposition et 6 organisations de la société civile, les militants de l'opposition se sont rassemblés sous 3 grandes tentes aménagées sur un petit terrain de la localité. D'autres se sont attroupés sous des arbres. Aucun incident n'a été enregistré. Credo, Tété, on vous retrouve au premier meeting de l'opposition. Pourquoi le choix de Vaughan ? Pourquoi le choix de Vaughan? Donc je ne saurais l'expliquer, ce sont les organisateurs qui vont le dire, mais je voudrais rebondir sur la chute de votre introduction. Ils se sont regroupés, parsemés sous 3 tentes, donc on dirait une campagne de vaccination de la poliomyélite ou à la rigueur, si on veut rester dans un schéma religieux pour dire c'est une campagne d'évangélisation qui n'a pas pris. Donc la grande question, faut-il en rire ou en pleurer? Je dirais les deux. Il faut rire de cette dynamique, Monseigneur Podro, qui est composée de particules politiques et de quelques assoiffés, de quelques ambitieux regroupés au sein d'une certaine classe de la société civile. Donc, faut-il en pleurer? Oui, et nous devons en pleurer parce que l'ambition de ces responsables de cette dynamique, Monseigneur Podro, n'a pas été à la hauteur. Ce sont des gens qui ont voulu, avec le premier meeting, après les moments forts de la Covid, essayer de refaire surface. Mais je dis c'est quelque chose qui n'a pas du tout réussi, donc ils doivent avoir le courage de se poser les réelles questions, ce qu'ils valent réellement. La fougue de la dernière présidentielle où ils sont arrivés à battre l'ANC et son leader, donc ça c'est le passé, cela fait partie de ce passé politique, donc ils doivent se poser, disons, la vraie question. Est-ce qu'ils valent encore quelque chose au sein de cette dynamique, Monseigneur Podro, qui n'existe que sur les réseaux sociaux? Si nous considérons les images qu'on a vues avec une assistance assez clairsemée, donc on se dit, est-ce que ce ne sont pas des amuseurs de la galerie qui ont essayé un tant soit peu de se définir également? Parce que vous savez, c'est vrai, la politique c'est de l'ambition, c'est des projections. Il y a les régionales, il y a les prochaines législatives. Ce sont des gens qui ont tenté de refaire surface, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué lamentablement, qui veulent reprendre des activités pour pouvoir au moment opportun se positionner sur ces échéances électorales. Mais vous verrez, lorsque la tête n'est pas aussi clean, lorsque la tête n'est pas aussi rassurante, donc là, il n'y aura jamais le sérieux. Donc, moi, je voudrais parler de celui que je peux définir, ou bien de cette personne, Madame Brigitte Adiabago-Johnson, que je vais définir comme la poisse politique. Ah bon? La poisse politique togolaise. Parce que vous êtes un acteur politique, vous faites un tant soit peu la compagnie de cette dame sur le plan politique. Je parle de Mme Adiabago, la politique, hein. Sa personne ne m'intéresse pas. Mais je dis c'est une poisse politique parce que vous vous hasardez, vous faites sa compagnie, à un certain moment, c'est que vous chutez politiquement. Et je crois que les gens doivent avoir, disons, cette humilité d'esprit pour faire ces analyses-là. Parce que la dame n'arrive pas à tenir sa convention, la CDPA. Elle n'arrive à rien faire avec la CDPA, mais lorsqu'il y a opportunité de regroupement, de rassemblement, de particules ou bien de partis politiques, elle s'y pointe et elle veut toujours jouer le premier rôle. Et elle a toujours obtenu des échecs.
Donc, normalement, ça doit faire réfléchir. À un certain moment, est-ce qu'on ne taxerait même pas cette dame de décor politique à un certain moment? Et lorsqu'on parle même de décor... C'est pas trop dur? Non, ce n'est pas trop dur. Je n'ai rien contre sa personne. C'est une dame que je respecte, que j'estimais. Parce que Madame Brigitte Adiamagbo Johnson, qu'on a connue au GF2D, sur la question de la femme de la société civile, c'était l'excellence. Mais ce n'est pas la même dame qu'on retrouve aujourd'hui. Demande aux antipodes, vous voulez dire? Oui, aux deux extrémités. Antipode, c'est le français un peu châtié. Les deux extrémités assez sombres. Les deux extrémités assez sombres. Mais je n'arrive pas à comprendre cette dame. Rien ne te réussit en politique, mais on veut toujours végéter en politique. La dame là, je le disais tantôt, au sein de la GF2D, c'est la dame qui a fait le nom de la GF2D. Mais on ne peut rien forcer en politique. J'ai en face de moi un homme politique. On ne force absolument rien. On ne peut rien forcer. Quand ça ne va pas, il faut débarrasser le plancher. Et vous savez, ce qui fait également la particularité, que je dirais nauséabonde de cette dame, c'est que lorsqu'elle fait ta compagnie, donc il faut que tu aies en tête que tu vas te retrouver au cimetière politique de Seto. Parlant justement de Mme Brigitte Adiamagbo Johnson, elle dit c'est un grand soulagement, une leçon que nous tirons, un encouragement à poursuivre le combat. Ce n'était pas gagné d'avance jusqu'à la dernière minute. Il a fallu tenir bon. Malgré toutes les intimidations et toutes les manœuvres, nous avons organisé ce meeting. Se félicite Mme Brigitte Adiamagbo Johnson. Adam Adjronou, vous, quel regard vous jetez sur ce premier meeting de l'opposition togolaise à Vaughan? D'abord, je vais commencer par la chute des lignes que vous venez de lire, qui étaient donc des propos de Mme Brigitte Adiamagbo. Parce que parlant donc d'intimidation, est-ce que de vous à moi, nous avons vu toutes les images, le nombre de personnes qui ont fait le déplacement du meeting de la DMK à Vaughan. Et au regard de ça, je ne vois pas que cela puisse être un sujet d'inquiétude pour la mouvance présidentielle à telle enseigne qu'on puisse donc intimider des gens. D'abord, moi je l'ai toujours dit, la politique aujourd'hui est une science. Et quand on parle de science, il faudrait avoir de la stratégie. Et cette stratégie, à mon humble avis, a beaucoup manqué depuis d'ailleurs même des lustres à l'opposition, plus dans sa globalité, mais à la DMK spécifiquement. Pour la simple et bonne raison que depuis lors, lorsque le gouvernement essayait d'interdire en tout cas les manifestations pour des motivations sécuritaires mais également sanitaires. Mais dans la foulée, est-ce que j'avais fait une émission sur cela, Mme Brigitte Adiamagbo Johnson disait il y a les militants du parti au pouvoir uni qui organisaient des manifestations. Lesquelles manifestations? À Néhor, à Ségué, périphérique de Lomé et quelque part au Togo. Est-ce que ce n'est pas deux poids, deux mesures? Non, de toutes les façons, ici, nous parlons d'une manifestation politique où les politiques ont appelé donc à des regroupements. Ne confondons pas le fait que peut-être à Ségué, il y avait eu une mobilisation pour saluer, je pense, c'était la mairie qui avait fait regrouper des gens donc pour parler de la route Ségué, etc. Ne parlons pas de cela, nous parlons d'un parti politique identifié comme tel, qui appelle donc à des manifestations. Je ne crois pas avoir vu des partis politiques au Togo pendant cette période-là qui ont eu le cutis de l'administration territoriale pour manifester. Et là, moi, je pense que c'est une fuite en avant en essayant donc de comparer des choses. Mais bien évidemment, cela ne peut pas donc échapper aux uns aux autres, étant donné que si on est parti politique et qu'on veut véritablement mobiliser, on ne va pas se comparer avec une commune qui appelle des gens à parler d'une route. Donc, bien évidemment, d'ailleurs, même lorsque vous comparez un peu la mobilisation de Ségué avait fait beaucoup de monde que la mobilisation que le parti politique, la DMK, a appelée à Vaughan. Non, mais moi je crois qu'il faut nuancer quelque chose. La DMK n'est pas un parti politique. Bon, c'est un regroupement d'opportunistes politiques. Bon, de toutes les façons, je vous le concède pour la simple et bonne raison que moi je fais la comparaison en tant que une association qui appelle des gens et que nous, en tant que regroupement DMK, veut se comparer à ces mouvements. Et dans cela, je pense que veut tout dire.
Mais au même moment, je le disais donc en parlant du fait qu'aujourd'hui, la politique est une science, donc il fallait donc de la méthode en faisant en sorte qu'on devait avoir des outils pour mesurer réellement si on a la population. On peut même donner des éléments de réponse sur la première question que vous avez posée à Credo en parlant du fait que pourquoi le choix de Vaughan. Puisque entre-temps, on estimait que ou la DMK estimait ou pratiquement la plupart des partis politiques qui se recoupent dans ce mouvement estimaient que le choix de Lomé ou des artères était donc déconseillé, était donc des motifs qui, en tout cas, désenchantaient la population à pouvoir donc sortir. Donc, le choix de Vaughan était pour démontrer réellement, à la fin de l'opinion, que réellement, il y a encore de la matière. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais d'autres vies également sont annoncées. Mais ceci, c'était des similitudes pour faire en sorte que vous vous en souvenez que le temps de Tchikwi Atadam, où on avait appelé donc à des manifestations dans des villes qui avaient pris, dont les gens, où pratiquement la DMK veut toujours se restituer dans cette posture-là en faisant en sorte que si Lomé ne prenait pas peut-être l'intérieur, on n'a pas eu le temps de pouvoir mesurer cette popularité. Est-ce que c'est le choix ou l'intérêt de la population actuellement? Je pense que non. Et aujourd'hui, je pense que le choix de Vaughan démontre sur toute la ligne qu'aujourd'hui, la population sait là où se trouvent ses intérêts et la stratégie politique de la DMK ou pratiquement de l'opposition actuelle au niveau du Togo ne fait plus recette et donc je pense qu'il faudrait donc changer de fusil d'épaule si tel qu'on veut rester comme parti politique, puisqu'on en a besoin pour la vivacité de notre démocratie. Bon, malheureusement, on ne monte pas des gages allant dans ce sens-là, donc ça a désenchanté la population, c'est ce qui explique disons la piètre figure qu'a donc démontré la démocratie. C'est un meeting d'information, mais surtout une mobilisation sur un certain nombre de préoccupations avec la population. Nous avons lancé un appel au régime en place pour qu'il sorte de sa stratégie de délire. Personnellement, je suis satisfaite. C'est toujours Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson. Elle a également parlé de la mauvaise gouvernance. Norbert Corneille, si vous connaissez le Togo et sa politique, voilà l'opposition qui sort, si on peut le dire, de son trou. Elle était, si on peut le dire, entre griffes dans le trou depuis 2 ans. Comment vous voyez cela? Donc, l'opposition doit sortir pour mobiliser sa troupe. Mais la communication a été mal faite, comme le dit Adams, parce que chaque fois, l'opposition se plaint que le gouvernement utilise la Covid, le Covid, pour dire que c'est à cause de cette maladie. Elle dit qu'après Covid, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Les aspects sécuritaires. On ne peut pas sortir, mais une fois, on te laisse le temps de sortir. Mais quand on te laisse le temps de sortir, le gouvernement ne te donne pas une date. C'est selon ta communication que tu fais sortir les gens. Ils ont mal fait. La preuve, il n'y a pas eu assez de personnes. C'est pourquoi... Peut-être que c'est une première fois. C'est la première fois. Non, même quand c'est la première fois. C'est plutôt la première fois. Vous avez vu avant-hier, Bleu Goudet est arrivé. Voilà. Les gens sont sortis. Après 11 ans. D'ailleurs, c'est quand on vous empêche de sortir et le jour qu'on vous laisse le temps de sortir que beaucoup d'hommes viennent. Mais on vous a laissé le temps. Cette fois-ci, l'armée ne vous a pas empêché de sortir. Mais personne n'est sorti. J'ai un problème quand je viens ici. Je demande, est-ce qu'il y a des opposants encore au Togo? Parce qu'il faut qu'il y ait des opposants pour bousculer le parti qui est au pouvoir, pour mieux travailler. Parce que ils sont au gouvernement, ils pensent qu'ils travaillent plus. Mais quand l'opposition les bouscule, parce qu'ici, il n'y a pas telle chose, mais il n'y a pas telle chose, ils comprennent mieux. Mais quand l'opposition est dans sa léthargie, que l'opposition n'est pas sortie, pour moi, l'opposition togolaise est mal organisée. Ce n'est pas cette opposition qu'on a connue avec Joseph Kofigo, avec Agboibo, et puis peut-être que Gilles-Christ Olympio, sinon depuis Fabre, il a fallu Kipi Achadam en 2017 pour venir bousculer la mastodonte. Mais la mastodonte est la mastodonte n'est pas tombée, la mastodonte tient toujours. Donc il va falloir avoir une autre stratégie pour pouvoir vraiment bousculer et unir. Sinon, vraiment, ce serait difficile pour eux de venir sur l'échiquier national. Credo Tété, l'opposition, ou bien la DMK, promet d'autres meetings dans les jours à venir. Peut-être qu'avec cela, on va avoir plus de monde. Est-ce que, justement, la dynamique a une stratégie en tête?
Non, mais ce sont des gens, je crois que c'est comme si on dit aujourd'hui le marché de Ketao va s'animer, les gens se transportent et puis ils veulent faire de l'animation politique. Ce sont des gens qui n'ont aucun schéma. Sinon, leur terrain de prédilection, c'est sur les réseaux sociaux. Eux, ils sont beaucoup plus à l'aise dans des déclarations. Donc, on va dire, à un certain moment, quand vous voyez sur les réseaux sociaux comment ils sont tellement actifs, ils racontent le vécu quotidien du Togolais. Tu te poses la question, est-ce que c'est de mon Togo qu'on parle? Est-ce que c'est de Lomé? Est-ce que c'est du Togo où je vis, où d'autres personnes vivent que ces acteurs? Donc, ils font assez de surenchères. Donc, ils veulent susciter, disons, un certain soulèvement, mais ils n'ont pas la matière. Quand nous prenons même ceux qui composent la DMK, donc il faut le dire, ce sont des... en griffe, je ne les insulte pas, mais ce sont des rigolos. En griffe, ce sont des rigolos politiques. Parce que ce sont des gens qui ont eu des opportunités pour pouvoir faire des choses, mais on a vu que ce sont des gens qui n'ont pu rien faire. Donc, je le dis, la tête même est déjà pourrie. Donc, est-ce que les autres membres seront en bonne santé? Non. Donc, ils ont essayé de refaire surface, mais ça n'a pas pris. Qu'ils prennent le temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas pris? Le seul exploit que la DMK a fait au temps où Monseigneur Podro était encore au pays, où il n'a pas choisi d'aller rester il n'avait pas encore choisi d'aller rester à l'extérieur, c'est de compliquer la tâche à l'ANC de Jean-Pierre Fabre, qui a dormi aussi sur ses lauriers pour récolter 4%. Et c'est le seul exploit qu'on peut dire que la DMK a réalisé. Et c'est un exploit que la DMK, malheureusement, n'a pas su capitaliser. Parce que, ayant compliqué la vie à Jean-Pierre Favre, il pensait qu'il pouvait faire face au parti au pouvoir de façon aisée par les réseaux sociaux. Et je dis, la DMK, la C14, on a vu comment le rôle qu'a joué. Il faut dire la DMK, c'est un démembrement même de la C14. Des gens qui ont échoué dans d'autres regroupements se retrouvent dans une autre coquille et essaient de badigeonner, disons, cette coquille-là, mais avec les vieilles méthodes, avec les stratégies d'échec. Donc, est-ce qu'on peut espérer du succès et des résultats? Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que cette poisse politique-là se positionne toujours à la tête de ces regroupements. J'avoue que lorsque on va tourner totalement la page de la DMK, si on parle d'une autre coquille politique, vous allez retrouver toujours la même poisse et ça sera toujours les mêmes résultats. Voilà un peu. Et c'est dommage pour la scène politique togolaise. On se demande, est-ce qu'il véritablement il y a des opposants qui pensent à défendre une certaine idéologie, qui pensent au peuple, ou bien des gens qui essaient de se définir sociétalement en arborant ce chasuble d'hommes politiques de l'opposition. Adam, on va chuter avec vous, on a encore 2 minutes. Tour à tour, les responsables des partis politiques représentés au sein du mouvement ont fortement critiqué le pouvoir en place, dénonçant la mauvaise gouvernance, les mesures de restriction des manifestations et la forte flambée des prix. Ils exigent le retour des exilés et la libération des détenus politiques. Dans tout ce que l'opposition a dit, il y a quand même des choses à retenir, Adam Adjaranou. Des choses à retenir, si tel est que d'abord sur les énumérés qu'ils ont évoqués, on parle de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance sur quel plan? Il n'y en a pas. Et surtout, lorsque vous prenez, on parle donc des îles politiques, etc. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exilés politiques. Là, je pense que c'est discutable. Il y a des prisonniers politiques aussi. C'est discutable, c'est discutable. Mais lorsqu'on parle de prisonniers politiques, je pense que la question a été évoquée, mais je pense que là également, il y a matière quand même à discuter. Mais là où moi je voulais en réalité donc rebondir, vous savez, sur la question que vous avez évoquée d'abord en retenant d'autres localités pour les manifestations à venir, je pense que ce serait difficile dans la mesure où lorsque vous les prenez, d'abord il faut tirer les leçons
de la manifestation qui a été organisée comme avocats. étant donc un échec. Puisque pour nous, l'opinion togolaise, nous constatons que ça a été véritablement un échec. Mais lorsque vous prenez les conclusions de Mme Brigitte Adjamagbo, qui a parlé donc de succès, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu des leçons qui ont été donc tirées. Ça voudrait dire qu'on va répéter les mêmes méthodes et donc on va arriver donc au même résultat. De toutes les façons, c'est quelque part avoir la conscience de pouvoir dire que voilà, ceci est mauvais, c'est mal fait, pour réellement renaître de nouveau, rebondir de nouveau. Tel n'est pas le cas. Donc, naturellement, ne vous entendez pas donc à un miracle, à une amélioration en ce qui concerne dans la mobilisation. On serait quand même sur les mêmes résultats, mais on ne construira toujours pas acclamé, mais ça voudrait dire quand même les objectifs sont ailleurs, les objectifs n'ont rien à voir avec la politique telle que nous voulons qu'elle s'exprime, pour faire en sorte que nous ayons cette vitalité politique que nous recherchons pour le Togo. Je sens que les objectifs sont ailleurs, je pense qu'il faudrait véritablement reconstituer un front politique, une véritable opposition qui puisse donc s'exprimer allant dans le sens donc de la vitalité démocratique. Adam Adjaranou, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous disons également merci à l'autre journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Merci infini à vous, Corneille Norbert Kouassi. Vous êtes homme politique ivoirien. Vous êtes également coach en développement personnel. On dit également merci à nos chers amis qui nous suivent de partout. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.